Résultats financiers de Nvidia et inflation US-PCE, deux baromètres décisifs pour la tendance de fin février et même la tendance de fin d'hiver de l'indice S&P 500, toujours au contact de son record historique. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun, alors que j'ai envie de vous parler de ce qui me semble être la pierre d'angle à venir des toutes prochaines semaines pour la tendance de l'indice S&P 500. Et oui, nous sommes donc la dernière semaine du mois de février, le S&P 500 proche de son record historique, d'ailleurs toujours parfaitement en accord avec l'analyse technique et le décompte fractal que je vous propose sur le S&P 500 chaque lundi dans le Top Gun, et d'ailleurs que je vais réactualiser, mais cette fois-ci en dernière partie de vidéo. Non, parce qu'il faut commencer par ce qui me semble être le plus lourd, le plus costaud. Je fais mal. Bon. Les résultats financiers de Nvidia. Le titre, Nvidia, secoué il y a quelques semaines par le chinois DeepSeek, mais qui s'est repris depuis. Tous les drops de Nvidia sont les opportunités d'achat. En tout cas, cela a été le cas. Vous savez, le secteur de la tech, c'est 32% du S&P 500, dans son calcul mathématique. L'action Nvidia à elle toute seule. À votre avis, quel est le poids de l'action Nvidia à elle toute seule dans le calcul du S&P 500? J'ai entendu 2, 3%? « 6%. À elle seule, l'action Nvidia représente 6% du S&P 500. Mais son poids va au-delà de ça. Nvidia, c'est l'intelligence artificielle made in America. Alors, il n'y a pas que Nvidia, bien sûr, aux États-Unis. D'ailleurs, les Magnificent Seven sont de plus en plus des concurrents pour Nvidia dans la fabrication de processeurs et de puces au service de l'intelligence artificielle. Mais tout de même, Nvidia conserve un poids dominant dans le secteur. Donc, par corrélation, agit sur tout le secteur. Donc, ce n'est pas uniquement 6% du S&P 500. C'est beaucoup plus. Jamais le S&P 500 ne pourra aller plus haut si la tendance haussière de fond de Nvidia est menacée. Et c'est donc dans cette édition du Top Gun, cette nouvelle édition du Top Gun, je vais vous faire un topo archi précis sur Nvidia. Ce sera la première partie de cette vidéo. Parce que vous avez aussi cette semaine, donc Nvidia c'est le 26 février, et vous avez le 28 février, vendredi 28 février, dernier jour du mois, mise à jour de l'inflation US-PCE, l'indice d'inflation favori de la Fed, alors que la Réserve fédérale des États-Unis l'a répété, il n'y aura pas de réengagement de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux sans réengagement de la tendance baissière de la matrix sous-jacente du PCE, le PCE Core, l'inflation PCE sous-jacente. Y a-t-il un espoir ce vendredi 28 février de voir l'inflation PCE partir au sud? Tous mes indicateurs avancés me disent que l'inflation de février sera en baisse. Attention, alerte rouge. Disclaimer. Je viens de dire que mes indicateurs avancés me disent que l'inflation du mois de février sera en baisse. Mais je n'ai pas dit que l'inflation du 28 février sera en baisse. Et oui les amis, l'inflation du mois de février est publiée en mars. Et oui, vous avez tout vu, vous le savez maintenant. Donc, malgré tout, pour ce 28 février qui concerne janvier, a-t-on une petite lueur d'espoir, une petite lumière, aussi puissante que celle que j'ai dans les yeux? Peut-on envisager que cette semaine, l'inflation sous-jacente PCE reparte un peu au sud? Elle est actuellement à 2,8%. Le seuil de la Fed pour reprendre les baisses de taux, c'est 2,5%. Et bien nous allons parler de tout ça. Première partie sur Nvidia. Je reprends tout. Où en est la configuration technique de Nvidia? Où en sont les fondamentaux de Nvidia? Est-ce que le titre est cher, pas cher? Peut-on encore l'acheter? Y a-t-il encore du potentiel? Alors que clairement, il a fait l'essentiel de sa hausse sur les 5 dernières années. Peut-on encore envisager du up pour Nvidia? C'est crucial pour le S&P 500. Ou non, est-ce définitivement trop cher? Impossible. Est-ce la fin sur le plan technique? Je vais vous donner mon point de vue à toutes ces questions.
On parlera aussi de TSMC, sous-traitant à Taïwan pour Nvidia, dont on peut suivre l'analyse technique en bourse, c'est déterminant. Et les concurrents aussi de Nvidia. Donc on se fait tout ce point technique fondamental sur Nvidia, qui publie ses résultats ce 26 février. Deuxième partie, le PCE. C'est l'enjeu majeur pour la Fed. Le S&P 500 n'ira pas plus haut s'il n'y a pas des perspectives de réengagement de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Est-ce que ce chiffre du 28 février l'autorisera ou non? On creuse le sujet. Et enfin, troisième partie, mise à jour de mon analyse technique sur le S&P 500. C'est parti. Allez, c'est parti les amis. Résultats financiers de Nvidia et inflation US PCE. Les deux baromètres décisifs qui vont influencer la tendance de fin d'hiver du S&P 500 et bon, même plus proche de nous, la tendance de la fin du mois de février, donc cette dernière semaine du mois de février que nous sommes en train de vivre. Et donc, à Cadabra, je décide de me réduire et d'attaquer directement la présentation. Le programme, alors l'introduction je vous l'ai déjà faite, je mets quand même quelques informations à l'écrit pour rappeler quand même que je n'en fais pas trop sur Nvidia, c'est un géant. L'action appartient au secteur de la tech, nourrit le compartiment de l'intelligence artificielle avec les puces, avec les processeurs pour lesquels Nvidia a une position dominante. Le secteur de la tech, c'est 32% du S&P 500. Comme je vous l'ai expliqué, Nvidia, à elle seule, l'action Nvidia, c'est 6%. 6% du S&P 500. Alors nous sommes la dernière semaine du mois de février. Vous avez donc les résultats cruciaux. Et je vais faire un panorama technique et fondamental complet. Ce mercredi 26 février pour Nvidia. Et l'inflation US PCE le 28. Et bien sûr, on terminera par une analyse technique du S&P 500, sachant que dans cette première partie, je vais couvrir l'action Nvidia sur le plan technique et sur le plan fondamental. Les résultats financiers de Nvidia le 26 février, est-ce que l'action peut tout simplement aller plus haut? Peut-elle aller plus haut, sachant qu'elle est déjà extrêmement... Alors, c'est un débat, est-elle chère? En valorisation boursière, tout est relatif. Mais tout d'abord, regardons donc son positionnement absolu. L'action du géant Nvidia représente 3400 milliards de dollars. C'est gigantesque. Et effectivement, donc, elle a été secouée. Elle a été secouée il y a quelques semaines, vous savez, par le chinois DeepSeek. Alors, je vous montre ici le graphique. Moi, j'appelle ça ici le DeepSeek Gap, qui d'ailleurs a été comblé, a été parfaitement comblé. Et finalement, donc, l'action Nvidia s'est accrochée à ce support. Elle s'est accrochée à sa moyenne mobile à 200 jours. Et vous savez que la moyenne mobile à 200 jours a vraiment un rôle très important, notamment pour la finance institutionnelle. Et donc ce gap a été comblé. Et la question est de savoir, techniquement parlant, est-ce que l'action Nvidia est maintenant en situation de faiblesse ou pas, à la fois sur le plan technique et sur le plan fondamental, avant la publication de ces résultats. 3400 milliards de dollars, 3400 milliards de dollars, donc c'est ce qui fait d'Nvidia, alors ce qui fait d'Nvidia la troisième market cap du monde, parce que l'or arrive à 20 000 milliards de dollars, nous arrivons quasiment au produit intérieur brut des États-Unis, et c'est le produit intérieur brut de la Chine aussi, l'or. Apple, première capitalisation boursière mondiale, 3600 milliards de dollars. Nvidia est donc positionné ici. On va noter au passage la remontée du Bitcoin, dont d'ailleurs la capitalisation boursière dépasse maintenant celle de l'argent métal. Alors, malgré donc DeepSeek, l'action Nvidia s'est reprise. L'action Nvidia s'est reprise et a très rapidement effacé les effets de ce gap baissier qui avait été ouvert ici le lundi 27 janvier, et finalement c'est un retour à la case départ. Ce mercredi 26 février, Nvidia donc publie ses résultats financiers, alors à la fois trimestriels, annuels et aussi les perspectives. C'est bien sûr crucial pour l'action en elle-même, mais aussi pour le secteur de la tech, et plus spécifiquement pour le compartiment de l'intelligence artificielle, puisque vous savez que Nvidia a une position
de domination mondiale en ce qui concerne la conception, alors pas la fabrication parce qu'elles sont essentiellement fabriquées à Taïwan avec son partenaire TSMC, mais dans la conception de puces et de cartes graphiques liées, nourrissant l'intelligence artificielle. Alors, plus généralement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Nvidia a une place donc absolue qui est gigantesque, mais nous nous intéressons, nous, ici, au S&P 500. C'est la question que je pose. Est-ce que, parce que je cherche à identifier les facteurs qui vont créer la tendance du S&P 500 cette fin d'hiver, donc d'ici le 20 mars, mais plus proche de nous, cette dernière semaine du mois de février. Alors, c'est important parce que Nvidia parle pour Nvidia, mais Nvidia parle aussi pour, de manière plus large, le secteur de la tech. Et je vous rappelle donc que Nvidia publie ses résultats donc le 26 février. Je vous rappelle aussi que le S&P 500 est composé de 11 super secteurs, et notamment le secteur de la tech. Et ce secteur de la tech qui représente 31,8% du calcul du S&P 500. C'est pourquoi donc finalement c'est extrêmement important. Et les résultats d'NVIDIA vont avoir un impact en fait par corrélation sur tout le secteur et donc finalement avoir un impact très important sur le S&P 500. Est-ce que l'action NVIDIA peut donc aller plus haut ou est-elle en risque de retomber? Plusieurs approches. Déjà, je ne connais pas les résultats qui vont être publiés, donc attention, là je cherche à vous proposer une évaluation en amont de la publication des résultats. Tout d'abord, première question, est-ce que l'action NVIDIA en termes de valorisation boursière, en lien donc avec le S&P 500, en lien avec son propre historique de cours et en lien avec le secteur de la tech, est-ce que l'action NVIDIA est déjà très chère ou trop chère? Alors déjà, commençons par le S&P 500. Je vous rappelle que le S&P 500 a retrouvé ses niveaux de valorisation de la fin de l'année 2021. Ensuite, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu donc le bear market de l'année 2022. En fait, le S&P 500, grosso modo, le S&P 500, il est revenu, quelle que soit la méthode de valorisation. Ici, j'ai pris le cap ratio, le PE de Shiller. Il est aussi cher que fin 2021, mais c'est la même chose avec le price to sales, notamment, et avec d'autres métriques de valorisation. Le secteur maintenant, et c'est important parce que Nvidia appartient à ce secteur, vous avez le secteur de la tech. Donc ici, je suis toujours sur Guru Focus. Et le secteur de la tech est un secteur qui, en termes de valorisation, donc en vert, vous avez le PE régulier et en bleu, le PE de Shiller. Le secteur de la tech est un secteur qui, en termes de valorisation, est soit sur son record historique en termes de PE de Shiller ou à proximité de son record historique en termes de price-earning ratio classique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non seulement le S&P 500 est déjà cher, mais le secteur de la tech l'est d'ailleurs encore plus. Et si vous comparez donc la valorisation du secteur de la technologie, donc le S&P 500 est composé de ces 11 secteurs, et les 500 actions du S&P 500 sont réparties à l'intérieur de ces secteurs. Eh bien, vous constatez que le price earning de Shiller du S&P 500 est de 38,5, celui de la tech est quasiment à 60, le PE régulier du S&P 500 est à 30,5, celui de la tech est à 42,90. Donc déjà, en soi, le secteur de la tech est cher. Maintenant, est-ce que l'action Nvidia, alors, qui bénéficiait d'une position une position pas monopolistique, mais une position dominante, même si les concurrents arrivent, en termes de puces et de cartes graphiques à destination de l'intelligence artificielle, Nvidia garde une position dominante. La question est de savoir maintenant, donc, est-ce que Nvidia se retrouve en position de valorisation excessive? Et alors, ce qu'on peut constater, c'est que, donc je vous ai mis ici les bougies japonaises hebdomadaires de l'action Nvidia, et là vous avez le PE ratio, le price to book et le price to sales. Eh bien, malgré l'envolée de l'action Nvidia dont le cours a quasiment triplé, eh bien, on peut voir que sa valorisation reste constante, reste assez plate, et même assez en retrait des records.
Donc ce qui montre qu'en réalité, effectivement, eh bien, l'activité d'NVIDIA est en plein développement, ses ventes sont en plein développement, ses bénéfices sont en plein développement, et finalement, le prix, l'augmentation du prix de l'action NVIDIA n'a pas créé un excès. Nous ne sommes pas là dans une situation d'excès, d'envolée verticale de la valorisation, parce que NVIDIA a des fondamentaux justement solides. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Finalement, on voit même qu'on a ici des supports de valorisation, et notamment en termes de PE ratio, eh bien, à 54, NVIDIA est assez même en dessous de sa moyenne des dernières années. Par contre, NVIDIA a un PE ratio de 54, c'est-à-dire que c'est supérieur au S&P 500 et c'est supérieur aussi au secteur de la tech. Donc, d'un point de vue fondamental, NVIDIA est bien sûr cher, mais que ce soit d'un point de vue relatif, mais finalement par rapport à son propre historique, eh bien cette cherté n'est pas non plus excessive, on ne peut pas parler d'une bulle de valorisation. Ça c'est intéressant. Maintenant, en termes d'analyse technique, est-ce que l'arrivée de DeepSeek a donné un signal baissier de long terme sur l'action NVIDIA? La réponse est non, mais attention, il existe effectivement sur le plan technique une figure d'épuisement qui est en cours de construction, alors que vous voyez ici, c'est quand même... Alors, je vais remontrer ici le graphique, je vais passer en échelle arithmétique, vous pouvez vous mettre en log, mais je suis ici en échelle arithmétique. La hausse de l'action est quand même très ancienne, et effectivement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a le début d'une figure d'épuisement. Mais le gap de DeepSeek a ramené violemment l'action au contact de la partie basse de cette figure, et finalement, le titre a encore une fois rebondi sur sa ligne de tendance et sur la moyenne mobile à 200 jours. Donc, tant que l'action NVIDIA préserve la partie basse de cette pattern et la moyenne mobile à 200 jours, il n'y a pas de signal baissier vendeur. Bien sûr que si l'action NVIDIA devait sortir par le bas de cette pattern, là, il y aura un vrai signal de retracement vers les 75 $. Mais nous n'en sommes pas là. Il est tout à fait possible que l'action travaille ici à l'intérieur du gap et soit ensuite en mesure d'aller retaper la partie haute. C'est tout à fait possible. Cette figure pourrait prendre encore toute l'année 2025 à se développer. Ça, c'est une première chose à noter. Il y a, en tout cas, avant les résultats du 26 février, car l'enjeu cette semaine, c'est de savoir, est-ce qu'avec les résultats du 26 février, est-ce que l'action NVIDIA va quitter cette figure? Ça va être vraiment, et j'insiste, c'est la figure technique majeure à suivre cette semaine. Alors, est-ce que NVIDIA est menacé par ses concurrents américains? AMD, Intel, Google, Microsoft, Amazon cherchent et développent et ont quasiment, et pour certains ont déjà, des puces et des cartes graphiques au service de l'intelligence artificielle. Mais ils sont pour le moment très loin, pour des raisons d'ailleurs souvent techniques, de remettre en cause la domination de NVIDIA. Il y a un autre baromètre à suivre, c'est bien sûr Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, qui est donc le fabricant à Taïwan des puces de NVIDIA au service de l'intelligence artificielle. Et bien sûr qu'il faut donc croiser l'analyse technique de NVIDIA avec l'analyse technique de TSMC. Et là aussi, on voit une belle tendance haussière. Et là aussi, on voit que le marché évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours. Donc tant que l'action de TSMC évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, et tant que l'action de NVIDIA évolue aussi au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, il n'y a pas de signal de vente sur cette action. Donc, cette semaine, vraiment, soyez attentifs à ces résultats du 26 février et nous verrons ou pas si l'action reste dans cette figure technique ou si elle sort par le bas. Alors, le deuxième temps fort de cette dernière semaine du mois de février, et probablement, ça pourra probablement en termes d'impact pousser jusqu'au début du printemps, c'est bien sûr la mise à jour de l'inflation US selon le PCE, qui est l'indice d'inflation favori de la Fed. La Fed l'a dit et l'a redit, afin d'envisager de reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. La Réserve fédérale des États-Unis veut constater une reprise de la désinflation. Alors, très brièvement, car j'ai déjà traité le sujet, mais la désinflation est en pause. Ici, vous avez donc le monde d'avant la crise sanitaire, l'envolée de l'inflation avec la crise sanitaire, la désinflation qui a été permise d'ailleurs par la hausse du taux d'intérêt des banques centrales,
Et donc, cette désinflation s'est mise en pause. On voit que c'est plat. La Fed, actuellement, donc, la Fed, elle regarde surtout le PCE sous-jacent, le PCE Core. Il est à 2,8. Et la Fed, ce qu'elle nous a dit, en fait, c'est que pour reprendre la baisse des taux, il faudrait que le PCE Core repasse sous le niveau des 2,5%. Donc, tout l'enjeu de cette semaine est de savoir si la mise à jour du PCE ce vendredi 28 février, et en particulier la mise à jour du PCE sous-jacent, eh bien, cette mise à jour va-t-elle se faire sous les 2,8%? Alors, moi, vous savez, mes indicateurs avancés sont optimistes. Et pour l'inflation de février, et comme je vous ai expliqué, l'inflation de février est publiée en mars, l'inflation cette semaine du 28 février, c'est l'inflation de janvier. Et donc, maintenant, nous allons voir ce que nous disent les indicateurs avancés. Peut-on espérer un bon chiffre et une reprise de la désinflation ce vendredi 28 février? Examinons ça. Alors les amis, moi, mes indicateurs avancés me suggèrent que c'est l'inflation du mois de février qui verra une reprise assez nette de la désinflation et qui devrait permettre à la Fed de se réouvrir à la perspective de baisse de taux d'intérêt. Et donc, je me suis permis, mais je sais que ce n'était pas nécessaire, d'insister en mettant cette ligne en rouge. Oui, les amis, l'inflation qui sera favorable sera publiée à la fin du mois de mars. Alors, tout de même, se pose la question de savoir, est-ce que l'inflation publiée ce vendredi 28 février, en tenant compte de toute une série d'indicateurs avancés que je vous présente régulièrement, eh bien, ces indicateurs avancés nous permettent-ils d'envisager que dès ce vendredi 28 février, donc l'inflation qui concerne le mois de janvier, peut-elle voir reprendre la direction du sud et enfin donner de l'air au marché, donner de l'air à la Fed? Alors, je vais passer en revue une sélection d'indicateurs avancés. Le taux d'inflation sous-jacent, Core, le PCE sous-jacent, en rythme annuel, est actuellement à 2,8%. Que nous dit tout d'abord l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland? L'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland donc donne son opinion pour l'inflation du vendredi 28 février. Est-ce que vous identifiez dans ces trois tableaux où se trouve la prévision de la Réserve fédérale de Cleveland? Alors, si vous avez lu la ligne février, non, c'est une erreur. Comme je vous l'ai expliqué, l'inflation du vendredi 28 février concerne la période de janvier. Donc, l'inflation de ce vendredi 28 février, eh bien, la Fed de Cleveland nous donne une information qui se trouve dans cette ligne, et l'inflation sous-jacente est ici, et donc, elle nous annonce du 2,66. Alors que, actuellement, le taux d'inflation sous-jacent est de 2,8. Donc, a priori, oui, selon cet outil qui fonctionne assez bien pour l'avoir suivi de nombreux mois, eh bien, nous devrions, dès ce vendredi 28 février, avoir une reprise de la baisse de l'inflation sous-jacente. Maintenant, est-ce crédible? Pour cela, il faut se tourner du côté de la composition de l'inflation PCE, ce que je vous ai montré dans les premiers slides. Et en particulier, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'inflation PCE, eh bien, compte énormément, toujours oui, l'immobilier, mais aussi les frais de santé. Alors, déjà, tout d'abord, reprenons Trueflation. Que se passe-t-il? Eh bien, effectivement, nous constatons donc qu'en février, regardez, février, l'inflation globale a chuté. Mais, comme l'inflation du vendredi 28 février porte sur janvier, on voit qu'en janvier, elle est quand même restée assez haute. Nous pouvons aller dans les détails, et notamment regarder l'inflation des services et l'inflation sous-jacente, sachant que le poids des services est encore plus important dans le PCE que le CPI, et effectivement, nous assistons à une chute de l'inflation sous-jacente et de l'inflation des services, mais si vous regardez en détail, la chute s'est faite à partir de février, alors qu'en janvier, elle était encore haute. Et l'inflation du vendredi 28 février, vous connaissez maintenant par cœur, porte sur janvier. Et donc en janvier, elle était encore assez haute. Alors, allons-nous, cette fin de semaine, être encore déçus de l'inflation, alors que pourtant, les indicateurs temps réel nous disent que ça va dropper, mais qu'il faut attendre fin mars? Ou est-ce que le marché va
où est-ce que le marché va déjà se projeter sur Mars? Ou allons-nous, dès ce PCE du 28 février portant sur janvier, avoir des éléments plutôt favorables? C'est ce que suggère donc, oui, l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland. Et effectivement, lorsque vous creusez dans les détails et que vous allez dans la composante santé, donc là vous avez dans Trueflation différentes composantes. Alors, il y a bien sûr une différence de calcul entre Trueflation, le PCE et le CPI, mais tout de même, la composante santé, qui représente 20% du PCE, eh bien regardez, dès le mois de janvier, elle était en drop. Et donc, cela peut sembler cohérent finalement de voir une des antennes régionales de la Réserve fédérale nous annoncer pour ce chiffre de fin de semaine une baisse de 2,8 à 2,66, probablement grâce à la baisse du taux d'inflation des frais de santé, ça appartient aux services, les services de santé, et qui pèse 20% du PCE. Et lorsque vous regardez dans le détail le PPI, les prix à la production qui ont été mis à jour il y a une dizaine de jours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie des composantes du PPI, les prix à la production, les prix sortis d'usine, se retrouvent dans le PCE, et effectivement, les composantes, lorsque vous regardez dans les détails, eh bien, la composante santé du PPI était plutôt en baisse. Donc, ça peut sembler crédible que nous ayons, ce vendredi, quelque chose peut-être comme une reprise de la désinflation selon le PCE sous-jacent. Mais encore une fois, moi, j'attends vraiment du bon sur les chiffres qui seront publiés à la fin du mois de mars. Et maintenant, donc, nous terminons. Alors oui, ça c'était aussi pour vous rappeler donc, que dans le PCE, vous avez un poids des services qui est plus important. Et dans le détail, donc effectivement, le poids de la santé dans le PCE est nettement supérieur à ce que représentent les frais de santé dans le CPI. C'est donc pourquoi ici, nous pouvons espérer avoir peut-être quelque chose de pas trop mauvais à la fin du mois. Et maintenant, donc, mon suivi analyse technique pour le S&P 500, sachant qu'en première partie, je vous ai fait un suivi donc de l'action Nvidia. Et souvenez-vous, donc cette semaine, l'impact de Nvidia sera très fort sur l'indice S&P 500. L'indice S&P 500, je vous fais mon tour d'horizon habituel. Donc ici, vous avez un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles. Ici, un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires. Et ici, un graphique qui expose les bougies japonaises en données journalières. Alors, en données mensuelles, toujours RAS, moi j'estime que le cycle va se terminer cette année, plutôt en deuxième partie d'année 2025, lorsque j'aurai une divergence prix-momentum en données mensuelles, le momentum étant représenté ici par l'indicateur technique RSI, je n'ai toujours pas ce type de divergence. En données hebdomadaires, vous connaissez mon décompte fractal, qui consiste à dire que nous sommes dans la dernière jambe de hausse d'un cycle qui a démarré en 2022, avec une cible annuelle que j'ai mis à 6500 points. Cette cible pour moi sera faite d'ici la fin d'année, donc pas aujourd'hui ni cette semaine. Et au stade actuel, tant que le marché se maintient au-dessus des 6000 points, eh bien nous sommes toujours dans cette dynamique, et même de manière générale, quand bien même on reviendrait tester cette zone, tant qu'on ne casse pas de gros supports majeurs, et notamment les 5700 points, ce décompte reste actif. Alors, nous sommes donc dans la construction de cette vague 5, à l'intérieur de laquelle j'identifie une vague 1, une vague 2, une vague 3. Alors, là, c'est toujours le même débat. Soit nous sommes toujours dans la 4, en mode A, B, C, 4, on rebondit sur la 200 jours et ça repart. Soit nous avons déjà fini la 4 et nous serions dans la 1, 2 et en train de faire la vague sous 2 de la 5. Je ne sais pas. Ce sont les deux hypothèses qui sont sur la table. Tant qu'on tient les 6000 points, on peut envisager une sous 2 de la 5. Par contre, si on casse les 6000 points, c'est qu'on est encore en construction de la grande 4. Tout ça est à voir. En tout cas, pour reprendre la tendance haussière, il faut faire un breakout des 6150 points. Et pour l'instant, en tout cas, quand j'enregistre cette vidéo, cette résistance est toujours active. Donc là, nous avons un trading range entre 6000 et 6150 points. Et vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku. Et effectivement, on voit bien cette phase latérale entre les 6000 et les 6150 points. Casser les 6000, c'est revenir tester cette zone. Et par contre, casser cette résistance, eh bien, c'est poursuivre donc cette tendance haussière. Il y a toujours du pessimisme selon les chiffres, les tout derniers chiffres de l'Association américaine des investisseurs particuliers, avec un réservoir des vendeurs qui est bien rempli. Donc plus il y a du pessimisme quand ça monte, d'après l'analyse contrarienne des marchés financiers, c'est un facteur positif. Et d'un point de vue de l'approche quantitative, le pourcentage d'actions ici au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, nous ne sommes pas en situation de surachat. En tout cas, cette semaine
gardez bien à l'esprit que le S&P 500 sera sous l'influence directe et immédiate du comportement de l'action Nvidia dans le sillage de la publication de ces résultats. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui mettent un petit like. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine.